Trop d'impôts, tue l'impôt, trop d'amour, tue l'amour, l'excès de toutes choses nuisibles. Ce dimanche, on peut peut-être se demander si trop de coups d'État ne tueraient pas les coups d'État. Bonjour et merci d'être au rendez-vous dominical sur Pyramide FM. La capitale du Burkina Faso a de nouveau brillé cette semaine dans une Afrique de l'Ouest sous les pénombres et où les palais présidentiels ont diversement tangué ces dernières années. Une nouvelle tentative de putsch a alerté le régime militaire de Ouagadougou. Les temps sont-ils désormais, et pour plusieurs années encore, ceux de menaces d'intervention de militaires dans la vie des États? Il y a quelques semaines, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et plusieurs diplomates africains se faisaient applaudir depuis leur intervention à la tribune des Nations Unies. Passer le temps des fleurs, les différents discours vont-ils réellement produire des fruits? En vérité, les relations internationales vivent des moments historiques comme ceux qui ont consacré la fin de l'esclavage ou ceux de la fin de la colonisation. Le néocolonialisme vit-il réellement ces dernières années? Lui, il a vécu ces dernières heures, cette semaine. Lui, c'est Yovi Gali, ancien ministre et défenseur des droits de l'homme. Il est parti pour ne plus revenir. Révélé au début du processus démocratique au Togo, il a milité pour les droits de l'homme et la justice. S'il est mort, se rencontre effectivement, sans doute qu'il serait déjà accueilli par un autre grand avocat et défenseur des droits de l'homme. Maître Yovi Gali et Maître Yavi Agboibo étaient de la même classe, du phare à la conférence nationale. Ils n'ont pas, par contre, été du même parti politique. UFCK ne sont pas non plus opposés. Le parti de l'ancien Premier ministre est probablement en train peut-être de renaître. Cette semaine, la Cour s'est déclarée incompétente pour trancher le litige qui oppose les frères et sœurs du comité d'action pour le renouveau. La requête en annulation du congrès du 27 mai 2023 va peut-être poursuivre son cours ailleurs. Les élèves, eux, n'ont pas attendu une décision de justice pour reprendre la route. Lundi déjà, ils étaient des milliers à reprendre les cours là où ils les avaient laissés. Certains vont poursuivre en classe supérieure, d'autres vont reprendre ou se chercher ailleurs au lycée du 2 février. C'est cet ailleurs qui a créé la confusion à Agbalépé-Dogon. Entre-temps, un enseignant sanctionné a été rétabli et les élèves obligés d'être délocalisés. C'est une décision du gouvernement et pour la première fois depuis des mois, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres. Les autorités souhaitent au secteur une année paisible. La nouveauté reste l'anglais dès les cours primaires. Dans le secteur du supérieur, l'annonce de la création d'une nouvelle université à Dacha. C'est dans la région des plateaux. Belle annonce, sans doute que les Togolais sont impatients de voir les cours commencer dans une localité connue pour son industrie textile. Pour réaliser le D12 de ce dimanche, nous avons fait appel au secrétaire général du comité d'action pour le renouveau, Dr Alès Edo, journaliste ou ancien journaliste, on le saura dans un instant, pour participer au D12, les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Marie Freitas. Alès, docteur, Alès Edo, docteur surtout. Bonjour. Bonjour Pierrot Adioui. Comment vous allez? Je vais bien. Je suis très heureux de vous avoir là devant moi puisque c'est pas de tradition d'avoir des journalistes ou d'anciens journalistes invités dans cette émission, puisque cette émission est dédiée aux acteurs politiques. Vous êtes devenu un de ces acteurs-là. Racontez-nous comment ça s'est passé. Je suis surpris quand j'ai eu la nouvelle. Comment ça se passe si on porte un certain appel de son pays de le servir? Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une alchimie là-dessus. Je suis citoyen togolais avant d'être journaliste et que par la situation de mon pays, j'ai été appelé à un certain moment à pouvoir mettre mes compétences au service de mon pays. Mais en attendant, il faut militer dans une organisation politique. Et l'organisation politique dans laquelle je m'épanouis mieux, vu ses valeurs, c'est le cas. Donc, il n'y a pas de polémique là-dessus. Oui, en fait, quand on parle du cas, pour ceux qui ne vous ont pas connu véritablement, vous avez été, par exemple, au niveau du ministère de l'administration territoriale, absolument, comme conseiller de l'ancien ministre Pascal Bodiona. Beaucoup pensaient que vous seriez de l'UNIR. Non, je n'ai jamais été, je n'ai quand même pas le siège d'UNIR, vous m'excusez. Je n'ai pas que j'ai une appréhension par rapport à ce parti, même si c'est notre adversaire. Je ne connais même pas le siège d'UNIR. Je sais qu'ils sont dans ces environs, mais je ne connais pas le siège d'UNIR. Je n'ai jamais été militant d'UNIR, je n'ai jamais été militant du RPT non plus. Je n'ai jamais milité dans une aile marchande du RPT. J'ai été appelé à travailler au ministère de l'administration territoriale par rapport à mes compétences. Vous savez que je suis journaliste. J'ai fait mes armes d'abord dans le privé avant
d'être appelé à la télévision togolaise, où j'ai réussi à mon concours, comme tout le monde. Et sur le coup, le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Pascal Bojuna, qui était porte-parole du gouvernement, avait décelé en moi des compétences. Bon, après il me l'a dit. Et il m'a fait appel pour pouvoir l'aider par rapport à sa communication. Donc j'étais à ses côtés pour pouvoir organiser sa communication. Mais ce que j'ai... Vous m'excusez de faire cette transition. D'abord, je le salue au passage. Ce que j'ai apprécié en l'homme, c'est cette élévation d'esprit, parce qu'à un moment donné, je savais que je n'épousais pas. Je n'épousais pas les convictions du parti. Mais ça ne l'a pas dérangé. Il a dit, moi, c'est des compétences qui sont très importantes pour nous. Si, en tant que fonctionnaire, on doit pouvoir l'utiliser, on l'utilisera. Oui. Maintenant, quand il est parti, il y a un autre ministre qui est arrivé. Si j'avais un souci, je devais partir. J'ai fait 3 ans avec Barara, j'ai fait 6 ans avec Boubessi, avant d'être appelé à aller voir ailleurs. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'administration territoriale? Non, je ne suis plus au ministère de l'administration. Depuis 2021, je ne suis plus au ministère de l'administration. Vous avez longtemps travaillé, donc, comme vous l'avez dit tantôt, avec l'ancien ministre Pascal Bojuna. Quelles sont vos relations aujourd'hui? D'abord, les relations entre moi et le ministre Bojuna, d'abord, je le prends comme un grand frère. Parce que, sans soupçonner mon appartenance ou bien mes convictions politiques, il m'a quand même permis de servir le pays à un niveau élevé. Et ça m'a permis aussi d'apprendre la gestion de la chose publique. Vous voyez. Donc, je dirais même que c'est ce virus-là qui m'a permis aujourd'hui d'être dans un camp, mais d'être au poste, aux fonctions de secrétaire national de mon parti. Donc, les relations sont toujours bonnes. On se voit de temps en temps. On rigole, vous savez, c'est quelqu'un qui taquine bien, on rigole très bien. J'apprécie beaucoup sa famille, il y a de bonnes relations. Voilà. La question qu'on peut se poser aussi, c'est que quelque part, est-ce qu'il continue pas à vous influencer, par exemple, puisque quand vous étiez à ses côtés, et en tant que collaborateur, sans doute qu'il vous influençait. Est-ce qu'il, quelque part, puisque vous dites que c'est un grand homme, est-ce qu'il continue pas à vous influencer? On sait que c'est... M'influencer dans quel sens? Pascal n'a jamais créé une doctrine. Il n'a jamais créé une doctrine politique pour pouvoir m'influencer. Mais je peux apprécier en l'homme son sens d'humanisme en politique. Ça, je le lui reconnais. C'est-à-dire mettre l'humanisme au service de la politique. Ça, je le lui reconnais. Donc, si sur cet aspect, ça m'influence dans mes démarches, dans ma perception de la politique, oui. Mais si vous voulez parler d'influence, c'est-à-dire par rapport à mes sorties, par rapport à mes actes, non, nous ne sommes pas du même bord. Donc, il n'y a aucune influence. L'autre chose qu'on peut chercher à savoir, c'est que, là, je l'ai dit à l'entame de l'émission, vous étiez journaliste. Je ne sais pas si vous préféreriez qu'on dise que vous étiez ou que vous êtes journaliste. Vous demeurez journaliste? Oui, je suis demeuré journaliste. Vous travaillez où là? Je suis en freelance. Okay. Mais vous savez, je suis fonctionnaire d'État. Et donc, je suis un communicant. Je suis administrateur de radiodiffusion, selon la nomenclature de l'administration publique. Je suis administrateur de radiodiffusion. Donc, j'ai fait une thèse en agriculture et développement. Je mets mes services au service de la formation des jeunes aujourd'hui. Je fais beaucoup plus dans ça aujourd'hui. Maintenant, il peut arriver que je collabore avec certains journaux. Mais parfois, j'utilise des noms d'emploi. Voilà. Donc, cela veut dire... C'est le secret du métier, vous le savez. Cela veut dire que là où vous êtes, on peut vous recruter quelque part si quelqu'un décidait. Hein. C'est vrai aussi que vous êtes de l'administration. Voilà, ouais. Mais vous pouvez éventuellement, sous des noms d'emprunt, intervenir sur certains médias, notamment dans la presse écrite. Ça m'arrive de le faire trop souvent. Il y a une question qu'on peut se poser aussi, c'est ce qu'on dit. Des journalistes, on dit que le journalisme mène à tout. Là, peut-être que vous, le journalisme vous a mené à la politique. Vous n'êtes pas le seul. Il y a un certain nombre de journalistes qui sont devenus des politiques. Est-ce que c'est un chemin tout tracé quand on est journaliste? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Fulbert Atisso est passé, mais il est devenu journaliste, il est devenu acteur politique, de même que Francis Pedro Amoussou, il y a d'autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un chemin tout tracé pour les journalistes de devenir éventuellement
Je ne sais acteurs pas. politiques? Les journalistes, c'est un corps de métier, c'est des professionnels, c'est un corps de métier. C'est vrai que le journalisme, vous le pratiquez très bien, vous savez de quoi on parle. Ça fait appel d'abord à élargir votre champ de connaissances. Et donc, quand vous avez une étendue de connaissances et qu'à un moment donné, vous trouvez que les choses ne vont pas dans le sens où cela devait aller, parfois, la fibre patriotique peut vous appeler à quitter ce champ d'historien du temps pour aller vers l'activisme politique. Vous voyez. Donc, c'est vrai que le chemin tracé, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des confrères. Quand vous leur parlez, non, 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 moi je ne suis pas dans ça. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas dans ça. Mais en même temps, il y a des confrères qui sont tentés. Peut-être maintenant, l'environnement politique dans nos pays africains font que certains n'osent pas faire le pas. Ils préfèrent rester derrière, aujourd'hui, j'allais dire, c'est-à-dire notre stylo, aujourd'hui, c'est beaucoup plus le clavier. Voilà, ils préfèrent beaucoup plus derrière les claviers pour pouvoir influencer le champ politique. Non, mais à un moment donné, moi je crois que pour certains, il ne faut pas laisser ce champ-là libre à tout le monde, mais il faut aussi mettre le pied à l'étrier. C'est ce qui nous a obligés, certains, comme tu l'as cité, que tu as cité par exemple tout à l'heure, à faire le pas. Mais c'est pas facile, hein? Il faut reconnaître que c'est pas facile parce que parfois, tu as envie d'épouser cette neutralité-là qui nous donnait beaucoup d'aisance dans l'analyse ou bien de la hauteur dans l'analyse des choses. Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais justement, c'est la question. Puisque on sait que le journaliste, il est neutre, il est non partisan. Voilà. Mais là, par exemple, vous devenez partisan, vous, à l'essai d'eau. Mais je vais faire cette comme ça. Quand je vous dis que parfois j'utilise le nom d'emprunt, j'utilise le nom d'emprunt pour travailler. Certains vous le diront, pour travailler, mais vous ne sentirez jamais que c'est quelqu'un qui a un bon politique. Vous ne saurez jamais. Mais au-delà de ça, et c'est-à-dire les résultats que j'attends en prenant la plume, en utilisant mon nom d'emprunt, en utilisant la plume, je vois le résultat. Bon, je me disais si, en tant qu'acteur politique, c'est-à-dire je le disais, est-ce qu'on aura ce résultat? Mais quand je prends la plume de l'autre côté, je le fais et je mets un nom d'emprunt. Dans la semaine, je vois un peu, dans l'agissement des acteurs politiques, je vois un peu que ça influence. Donc, c'est vrai, le journaliste a toujours cette force-là de pouvoir influencer, mais parfois, pour certains, il va falloir quand même endosser l'habit du politique. Est-ce que c'est pas pesant, justement, et quand on est acteur politique, on sait très bien que, je ne vais pas utiliser le même terme que certains pensent qu'ils ne disent pas la vérité. Il y a certains qui disent ça comme ça, que les acteurs politiques, c'est... Je me félicite que le parti dans lequel moi je milite et dont je suis le secrétaire national aujourd'hui, l'une de nos valeurs, c'est la vérité. La vérité, la justice, la liberté. Donc, nous chérissons ce que nous appelons la liberté et la vérité. Donc, si vous connaissez Maître Agboueba, vous savez que c'est quelqu'un qui a toujours eu une tendance, c'est-à-dire un amour pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, la vérité, oui, et même en tant qu'acteur politique, j'ai le devoir quand même de restituer les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, les pays africains, nous devons quand même apprendre à ne pas faire la politique, peut-être comme dans les années 60, ou former dans les écoles de l'autre bord. On vous apprend, bon, vous savez, il n'y a pas d'éthique en politique. Dans la politique, il n'y a pas les sentiments, il n'y a pas... Voilà un peu ce que les gens véhiculent. Non, moi je pense que quand vous donnez le sens de l'humanisme à la politique, vous avez le devoir de vérité. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir durer quand vous faites écho d'un certain nombre de valeurs qui sont liées à la vérité, qui sont liées à l'éthique, et quand on sait aussi que très souvent les acteurs politiques, beaucoup font fi de ces valeurs-là, est-ce que vous personnellement, vous allez pouvoir durer là dans cet espace? On verra bien, nous sommes à l'œuvre, on verra bien. Mais je crois que pour ceux qui continuent de croire que la politique ne peut pas faire bon ménage avec la vérité et la politique, c'est-à-dire c'est un champ libre pour sortir de la loyauté, de chérir un peu de n'importe quoi. Mais je crois que ces gens-là, si vous analysez un peu le fait, ils terminent mal. Beaucoup terminent mal.
vous allez voir, ceux qui sont restés dans la vérité, qu'ils restent dans la postérité. Ça ne dépend pas du temps que vous aurez dit à durer sur le champ de l'action politique. Mais qu'est-ce que vous laisserez à la postérité? Moi, c'est ce qui m'importe. Influencer l'action politique dans votre pays, mais positivement. Ce n'est pas... Moi, je crois que c'est le fait aussi que les gens ramènent un peu la politique à une sorte de réalisation de soi qui amène les gens à ne pas chérir la vérité. C'est-à-dire qu'on va à la politique, c'est de trouver les moyens de faire la belle vie, de faire autre. Moi, c'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est d'aimer mon pays, le peu que je puisse apporter au Togo, il faut l'apporter. Mais ce n'est pas forcément comme un homme ministre, comme... Non, moi en tout cas, peut-être que je n'ai pas encore duré, mais ce n'est pas ça qui m'a amené à la politique. Mais là, quand on vous écoute, on peut commencer par sourire, puisque très bien on sait en Afrique que quand, par exemple, on arrive en politique, pour un certain nombre d'acteurs, c'est pour se réaliser. Vous avez vu les dernières actualités au Gabon. Des milliards qu'on a retrouvés dans les maisons des barons. Donc, cela suppose que quelque part, c'est pas de l'argent gagné proprement. Moi, je me pose la question, comment on peut dormir à côté de tant de fortune? Comment les gens arrivent à dormir à côté de tant de fortune? Moi, je me sens bien quand je prends mon Zémidian pour rentrer à la maison. Je vous le dis. Moi, j'ai acheté mon véhicule il y a 5 ans pour pouvoir soutenir ma thèse. Je n'ai aucun soutien. J'ai vendu mon véhicule pour pouvoir soutenir ma thèse. Je prends du Zémidian avant de chercher les moyens pour prendre un autre. Mais ça ne me dérange pas. Pas du tout. Les gens m'ont dit, mais Alès, maintenant tu es secrétaire national, voilà, il va falloir acheter. Voilà, c'est là où on en vient, quoi. Il va falloir acheter un véhicule. Ils ont dit des choses. Ils ont dit, mais vous savez, ça m'enlève quoi par rapport à ma personnalité? Si je prends les taxis pour aller au boulot, ça m'enlève quoi? C'est le fait de rester dans cette idéologie-là, comme quoi la politique rime avec, c'est-à-dire l'aisance, du matu vu et autres, qui fait que aujourd'hui nos gouvernants sont dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même mettre la vertu dans la gestion de la chose politique. Et donc, même pour ceux qui sont dans l'opposition, il faut avoir cette vertu-là. On sait très bien que quand un secrétaire national, comme vous, vous venez à une émission, vous allez dans des rendez-vous et vous me parlez de taxis, de Zémidian. Oui. On sait que dans le même temps, vous devez faire face à un pouvoir qui est relativement à des moyens. Est-ce que vous n'êtes pas mal parti là? Mal parti? Oui. Parce que je prends du taxi. Oui, en fait, puisque... C'est ma philosophie de vie. Ceux qui me connaissent, c'est ma philosophie. Je ne peux pas dire certaines choses de moi ici. Ceux qui me connaissent très bien vous diront, c'est pas que je manque. Je ne suis pas une nécessité. Vous m'excusez de le dire. Je ne suis pas une nécessité. Si je vais acheter un véhicule demain, il suffit de vendre l'une de mes chaussures. Je vais acheter un véhicule. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est l'avenir des enfants togolais. Et aussi, donc, l'avenir de mes propres enfants. Si aujourd'hui, je veux faire la belle vie, c'est-à-dire du m'as-tu vu, bon, si forcément je vais à un rendez-vous, honorer mon parti, il y a les moyens pour le faire. Je peux prendre une voiture. Vous savez très bien, je prends une voiture. Il y a la location, il y a autre. Je prends une voiture. Si c'est le paraître qui est plus important. Mais moi, je pense que c'est le contenu de l'homme qu'il faut regarder. Ce n'est pas du m'as-tu vu. Quand tu parles du parti, c'est le cas, le comité d'action pour le renouveau. Et vous savez très bien que sur cette année, nous avons reçu plusieurs représentants du comité d'action pour le renouveau. Je vous ai suivi. Et Nadog Waoukou, par exemple, comme président de la transition, ou encore Jean Kissi comme secrétaire général de l'équipe de la transition. Et puis là, par exemple, vous, nous avons voulu vous recevoir également parce que pour savoir ce qui se passe, aujourd'hui, là, nous sommes dimanche, nous sommes le 1er octobre 2023. Quelle est la situation au cas? Bon, d'abord, vous avez parlé d'une certaine transition. Je voulais rectifier. Dans aucun test du cas, il y a des transitions. On ne va pas à un congrès pour accoucher d'une transition. Donc c'est ce que je vais vous dire, comme quoi, même si vous êtes acteur politique, il faut se cultiver. Ce n'est pas un fait en soi parce qu'on a été acteur politique de premier plan et donc de s'aborder les tests de votre parti.
Il n'y a aucun, dans notre texte, il n'y a aucune partie qui dit que vous sortez du Congrès pour aller avec une transition. Je ne voudrais pas revenir, parce que je suis l'un de ceux qui ont demandé au niveau du Bureau national de prendre de la hauteur, parce que c'est nos frères, de prendre de la hauteur, de ne pas faire des sorties tempestives, même si eux, ils vont sur les médias et autres pour dire de n'importe quoi, je m'autorise de le dire. Nous devons prendre de la hauteur parce que nous avons aujourd'hui la destinée du parti. Vous pouvez bien avoir raison, mais le silence, c'est une vertu aussi. Donc, à un moment donné, vous allez voir que notre bureau, nous, on ne faisait pas ces sorties-là, on regardait, on écoutait. Tout ce qui se passait, on écoutait. Donc, la transition, tout de suite, je rectifie, il n'y a aucune transition au quart. Il n'y a qu'un seul quart qui est conduit aujourd'hui par M. Yao Daté et dont moi, je suis le secrétaire national. Ceux qui disent qu'ils sont dans une tentative, et je ne sais pas quoi dire, et qui vont jusqu'à aller devant un tribunal, je trouve que c'est malheureux. Parce que du vivant de Maître Gbagbo, je me pose la question s'ils oseraient. Ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est Yao Daté qu'ils vont penser qu'il y a une certaine faiblesse qu'il faut profiter. Non. Dans le bureau actuel, c'est qu'il y a des intelligences. Ils peuvent aller même à la Cour internationale de justice, ils ne gagneront pas. Parce que, au fait, c'est la mise en pratique des tests du parti qui ont accouché de ce bureau. Maintenant, s'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'il y a des cadres pour se retrouver, le comité directeur, on leur a dit, au vu de vos postures, au vu de vos profils, au vu de votre passé, de votre vécu dans le parti, certains sont qualifiés pour le comité directeur, d'autres pour le conseil des sages. Donc, il doit pouvoir se retrouver dans ces cadres-là. Et jusqu'ici, nous avons gardé cette option-là. Même si certains, dans le parti, trouvent que, non, au fait, par rapport, surtout, à l'assignation en justice de nos deux leaders, l'ancien premier vice-président et le président actuel, en justice, ils trouvent que non, leur retour devait passer par la case de la commission d'arbitrage et de discipline. Pour certains, ils doivent pouvoir passer par là, s'ils veulent revenir au quart. Mais, pour d'autres, ils disent, fumons le calumet de la paix, il n'y a pas de souci, ils peuvent revenir, on essaiera de faire avec eux. Vous avez parlé tantôt de Maître Yao Gbagbo, du vivant, de ce personnage-là, ou de cette personnalité, et de telles situations ne se passeraient pas au cas. Vous, personnellement, vous avez connu Maître Yao Gbagbo? Je suis un visiteur. Je suis un visiteur d'espoir de Maître Gbagbo. On se connaît très bien. Maître Gbagbo m'a fait la cour pendant plus de 7 ans avant que je ne prenne la carte du parti. En quelle année vous avez pris la carte du quart? J'ai pris la carte du quart en 2018. 2018. 2018. Mais je vais vous dire d'abord que j'ai pris la carte du quart à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, quand j'étais à Timou dans le Nord. Oui, en fait. En 1992, j'ai pris la carte du quart. Je n'avais pas la majorité. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais pas la majorité, mais j'avais la carte du quart. Donc, je suis resté dans cette psychologie du parti des déshérités jusqu'à la majorité. Maintenant, après, dans la fonction, c'est-à-dire dans l'exercice de ma profession, Maître Gbagbo m'a découvert et puis après, il a su, on est du même village, il a pris des renseignements. Vous êtes découvert? Je suis découvert. Il a pris des renseignements sur moi, il a cherché à me connaître. On s'est vu, je le visitais de temps en temps, il me sollicitait par rapport à certaines choses. Et donc, à un moment donné, surtout en 2012, suite à cet événement malheureux au niveau de mon ancien patron à l'administration territoriale, je crois qu'il a pensé que le chemin était libre pour lui de pouvoir influencer mon parcours. Donc, il a commencé par faire une cour assidue, mais j'ai résisté parce que je trouvais que les fonctions que j'exerçais étaient incompatibles avec l'exercice ou bien l'exercice de la chose politique en tant que telle. Donc, j'ai résisté jusqu'en 2018 où je sentais une certaine lassitude même dans cette profession-là que j'exerçais. Et donc, je me suis dit, il fallait franchir le pas. Mais comme j'épousais sa conviction et que déjà en 2013, je dis en 2013, à 13 ans déjà, je vous dis que moi j'avais cette carte-là.
Il n'y a pas de problème, j'ai demandé juste. Normalement, on devait dire duplicata. Ben, puisque je n'avais pas la majorité, c'est pourquoi je vous dis 2018. Voilà. Non, mais en fait, je vous pose la question parce que puisque vous êtes devenu secrétaire général, secrétaire national, c'est un poste important dans un parti. Absolument. Comme le Comité d'action pour le renouveau. Beaucoup se sont posé la question. Il a rejoint ce parti quand pour devenir... Voilà, ils le savent aujourd'hui. Parce que même il y a des gens dans le parti, malheureusement, qui sont à un certain niveau, mais qui ne me connaissaient pas. C'est Maître Agbouiba qui me connaissait. Et Yao Daté. En fait, vous savez, au vu de mes fonctions qui m'exposaient, vous devez comprendre ça, mes fonctions qui m'exposaient, ce que j'entretenais avec Maître Agbouiba était en vase clos. Mais Yao Daté était au courant. D'abord, la carte, c'est lui qui, quand il a signé la carte, c'est lui qui me l'a remis. Vous comprenez maintenant? Non, mais je comprends, mais voilà. Est-ce que c'est pas trop? Donc, oui. Non, c'est pas trop. Pas... Maintenant, j'ai été mis dans les confidences par Maître Agbouiba, et à un moment donné, tout ce monde-là qui gesticule, qui fait autre chose, ça dit que je les connais tellement, puisqu'il me parlait d'eux. Les déficits, les faiblesses, il me parlait de ça. Donc, à un moment donné, il voulait que je vienne vraiment pour pouvoir être actif. Donc, c'est en 2012 et 2018, j'ai passé le cap. Mais malheureusement, au fait, il devait être là. Et c'est à ce moment, il devait découvrir en fait que le gars avait préparé quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, mais je comprends. Maintenant, c'est que Yao Daté, lui, il est dans le secret de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'à son niveau, rapidement, ça a pris. Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop pour vous? Puisque là, quelqu'un qui vient et qui rejoint le parti en 2018, qui devient secrétaire national, au sein de votre parti, vous l'avez dit tantôt, il y a certains même qui ne vous connaissent pas. Il y a certains qui ne me connaissent pas, oui. Mais je crois qu'on a eu du chemin, on a fait du chemin. Hein. On a fait du chemin, ils savent de quoi je suis capable. Est-ce que le poste est usurpé? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le poste est usurpé? Non. Est-ce qu'il y a la compétence? Est-ce qu'il y a du contenu? Est-ce que ça répond à l'exigence de cette fonction-là? C'est ça le problème. Maintenant, vous, personnellement, est-ce que vous pensez que vous avez l'étoffe, vous avez les épaules solides pour occuper ce poste de secrétaire national? Il semble que... Celui qui l'occupait, quelle est l'étoffe? Au cas, c'était toujours le secrétaire national. Non, c'est une question. Celui qui l'occupait, qu'est-ce qu'il a fait de... Est-ce qu'au cas, en quoi il a influencé non, j'ai une question de compréhension là. Est-ce qu'au cas, c'était toujours un secrétaire national ou un secrétaire... Non, secrétaire national. C'est pas un secrétaire général là. Non, secrétaire national. Il y a cette question-là, quand vous aviez répondu tantôt que vous êtes découvert même village que Maître Yao Agbouiba, est-ce que là aussi, pour ceux qui pensent qu'il y a une question de wattisation, certains l'utilisent, de wattisation. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Vous savez, celui qui a utilisé le terme, je le connais. Je le connais, je vois un peu toutes les sortes de manœuvres qu'ils sont en train de faire. Vous savez, malheureusement, le cas, c'est vrai que les gens pensent que c'est un parti des Wati. Venez au bureau national, vous verrez. Le premier vice-président, il est de Gando. Le troisième vice-président, il est Kabila. La quatrième vice-présidente, elle est Kabila. Le secrétaire national adjoint, il est de Dan. Le trésorier, il est de la Bina. Est-ce que ça, c'est les Wati? C'est un parti des Wati, ça? Les premiers responsables du parti, voilà, je vous l'ai cité, leur provenance, c'est un parti des Wati. Le président, il est d'où? Non, c'est des arguments que les gens utilisent. Le président, il est d'où? Je pense que ça peut marcher. Non. Le président, il est d'où? Le président, il est d'ARP. Ok, en tout cas, je ne sais pas si, comme vous l'avez dit tantôt, que ceux qui sont partis peuvent revenir. Certains doivent passer par la case, vous avez dit, de litige, de la commission d'arbitrage avant que... Non, en fait, c'est deux courants qui s'opposent aujourd'hui au niveau du bureau national. Hein. C'est-à-dire pour certains, en temps normal, parce qu'il y a d'autres citoyens qui peuvent, d'autres militants qui peuvent vouloir imiter ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est prévu. C'est-à-dire que quand vous sortez de la ligne directrice du parti, en voulant revenir ou bien pour vous redresser, vous devez passer par la case de la commission d'arbitrage et de discipline. Mais en même temps, il y a un courant dont moi je fais partie, de même que le président national, qui trouve que c'est des frères entre-temps, s'ils ont eu une incompréhension
et que, bon, ils sont allés trop loin. C'est-à-dire que aller à la justice, c'est un peu de trop, mais il faut savoir pardonner. Donc vous pardonnez? Absolument, nous pardonnons. Mais on a lu quand même un article de journaux cette semaine, avec ce titre, la requête d'annulation du congrès du cas, la justice togolaise déboute les demandeurs. En réalité, de quoi c'était agi? Quel article? On a lu dans un journal que la requête en annulation du congrès du cas, que les demandeurs ont été déboutés. Ça doit être le fait d'un journaliste. Il n'est pas... Quelle est la situation? Puisque là... Non, ils sont allés en justice. Le journal semble reprendre un communiqué du cas. D'accord, je vois. Ok, je crois que c'est le deuxième vice-président qui a répondu quelque chose comme ça. Non, je crois qu'il faut avoir une bonne interprétation des tests. En fait, je crois qu'ils ont plutôt la justice, la Cour s'est déclarée incompétente de connaître de l'affaire. C'est-à-dire, on n'a pas jugé le fond l'affaire, on a jugé juste la forme. C'est-à-dire, la Cour, elle s'est déclarée incompétente pour connaître de cette affaire-là. Maintenant, ils ont un champ, un boulevard devant eux. Soit ils veulent continuer dans la vindicte et ils cherchent le tribunal idoine pour pouvoir continuer, ou carrément ils trouvent que à un moment donné, il faut pouvoir arrêter. Parce que nous, c'est vrai que nous sommes informés aussi pour pouvoir arrêter et qu'ils veulent revenir à la maison. Heureusement qu'ils ont dans le bureau national les gens qui sont d'un courant pacifiste qui trouvent qu'il n'y a pas de souci, on va les accueillir, il n'y a pas de problème. Donc, si je comprends bien, ce test qui a été rendu public, signé par Kokou Nicolas Agbo, je crois que c'est une mauvaise interprétation de... Donc, cela veut dire que tout simplement que la situation demeure telle qu'on l'a connue il y a quelque temps, que la justice ne s'est pas vraiment prononcée. Oui, la justice n'est pas prononcée. On n'est pas allé au fond du dossier. La justice a... C'est comme vous renvoyez dos à dos. Vous dites, non, moi je ne suis pas compétente, le tribunal, la cour en question s'est déclaré, moi je ne suis pas compétente pour connaître de cette affaire-là. Saisissez la meilleure institution judiciaire qui devait pouvoir connaître de l'affaire. Maintenant, c'est ça que je dis, s'il trouve qu'il peut pouvoir continuer, il continue. Aujourd'hui, qui gère le siège du CAR? Parce que, oui, en fait, le siège du CAR, c'est la propriété du parti. Si, par exemple, vous faites vos activités là-bas, et si ceux qui vous contestent font également leurs activités au siège de ce parti-là, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Je ne comprends pas. Est-ce que contester, ça veut dire que vous avez acquis un droit pour pouvoir faire n'importe quoi? Des gens qui sont élus par un congrès d'un parti, qui dirige le parti, et vous allez contester quoi? Je sais pas si on les considère toujours comme des militants. Ils peuvent même venir aux réunions. Normalement, ils sont qualifiés pour les réunions du comité directeur et du conseil. Est-ce que, par exemple... Nous, on continue nos je reprends ma question. Est-ce que Nador Aoukou, qui se réclame comme président de la transition, peut organiser... Moi, c'est que nous ne reconnaissons pas cette transition. C'est pour ça que moi, je ne voulais même pas polémiquer là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est du jargon journalistique. Et moi, je me dis, c'est au Togo que nous trouvons ça. Où est-ce que vous avez une fois vu une structure, une organisation qui a respecté ces tests, qui s'est doté des dirigeants et à un moment donné qui a un bureau de transition? Ça, c'est des âneries. Excusez-moi, c'est des âneries. C'est au Togo, on peut voir des trucs comme ça. Ça, n'exploitons pas la faiblesse de nos institutions pour fabriquer du n'importe quoi. Surtout quand on dit qu'on est dans l'opposition, qu'on aspire à diriger le pays. Ne faites pas ça. Parce que demain, qu'est-ce que vous aurez en face de vous? Non. Faire de la politique, ce n'est pas du cantage. Quand vous parlez de faiblesse des institutions, vous faites allusion à quelle institution? Mais je ne vous cache rien. Vous savez aujourd'hui que dans beaucoup d'États africains, le problème, ce que vous voyez aujourd'hui, la résilience des coups d'État, c'est dû à la faiblesse de nos institutions qui sont exploitées par les gouvernants. Et donc aussi, pour les opposants, très souvent, même quand ils sont en difficulté, comme nos frères, quand ils sont en difficulté, tout de suite, on trouve qu'on peut pouvoir exploiter cette faiblesse-là et puis faire du chantage ou bien... non. Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. C'est-à-dire que là, vous avez des soucis au niveau du cas, on ne peut pas se le cacher. Et il y a certains qui se réclament comme étant d'une transition que vous ne reconnaissez pas. Ça aussi, c'est votre droit. Mais vous parlez de faiblesse des institutions. Oui. Des institutions de la République ou au niveau de votre comité, puisque vous faites allusion
aux institutions de la République? Non, aujourd'hui, le langage qu'il véhicule sur les médias, en allant dire que non, vous savez même que tout dernièrement, moi j'ai suivi l'un de cette personnalité-là qui est passée sur ce plateau tout récemment, qui déjà sentant ce qui devait sortir, je ne sais pas s'il sort dans l'esprit, qui sentant, qui commençait par s'attaquer à la justice. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? La faiblesse des institutions. Parce que pour certains, le fait que nos juges, à un moment donné, c'est-à-dire la justice, elle est caporalisée au service du pouvoir d'État. Et donc, quand on est dans l'opposition, tout de suite, si on sent qu'une décision de justice ne va pas l'arranger, on va sur les médias, on dit non, l'autre camp là, non, tout de suite, parce qu'ils sont proches du camp au pouvoir, on va pouvoir leur donner raison. C'est de ça que je parle, c'est-à-dire vouloir exploiter la faiblesse de nos institutions pour se donner une certaine vertu ou bien se donner une certaine vertu. Mais est-ce que vous êtes proche du parti au pouvoir ou pas? Puisque en réalité, un certain nombre d'acteurs pensent que l'équipe qui dirige le cas actuellement, oui, cette équipe-là serait sous influence du parti au pouvoir. Heureusement que vous dites que vous me connaissez. Peut-être que vous n'avez pas eu des informations sur les 2 dernières années, ce qui m'est arrivé dans mes fonctions. Là, je vous renverrai de lire ce qui s'est passé. Et eux-mêmes, ils devaient pouvoir se renseigner. Proches du parti au pouvoir. Bon, si nous sommes proches du parti au pouvoir, pourquoi nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi eux-mêmes, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale? Mais votre équipe a été élue, je crois que le 20... C'est pas le 28 août. D'accord. Le 28 mai. L'équipe actuelle oui, qui exerce... oui. Non. Ils n'ont qu'à... Vous savez, la corruption des mœurs font que parfois les gens déraisonnent. La corruption des mœurs. Nous n'allons pas dire certaines choses sur les médias. On se connaît. Est-ce que vous comprenez? On se connaît. Parfois, les gens pensent que ce qu'eux-mêmes, ils ont comme programme d'action et que ça ne marche pas, ils pensent que les autres sont dans la même logique. Non. Si moi, je dois pouvoir, si moi, je vais vouloir travailler dans cette logique-là, je vais aller prendre ma carte d'unir. Pourquoi vous avez tout à l'heure, vous avez voulu faire une corrélation par rapport à mes fonctions antérieures et unir. Vous croyez qu'en exerçant cette fonction, il est vraiment, ça serait vraiment, on se pose des questions qui ne soient pas d'unir. Si vous trouvez que à ce haut niveau-là, on doit pouvoir être d'unir, pourquoi je ne suis pas allé prendre la carte d'unir? Et que je vais venir prendre la carte du CAR? Pour faire quoi? Évoluons dans cette situation-là. Est-ce que le cas est relativement affaibli, affecté d'une certaine manière, ou requinqué au sorti du dernier congrès là? Je vous dirais plutôt que le CAR est en restructuration. Nous sommes en train de restructurer le parti. Le 23 juillet, vous savez, nous avons fait notre rentrée politique à Couvé, suite au congrès du 27 mai. Et il y a eu une déclaration qui est sortie de cette rentrée politique-là, où nous réaffirmons notre engagement à continuer l'œuvre de Maître Agbouibo, c'est-à-dire nous mettre au service des déshérités, et continuer la lutte pour préserver les libertés des Togolais, et continuer la lutte pour pouvoir avoir le bien-être des Togolais. Et donc, pour nous, dire que le cas... Est-ce que nous sommes en train de connaître une traversée des déserts? Est-ce que le CAR est affaibli? Ce n'est pas la situation. Aujourd'hui, par rapport à la disparition de Maître Agbouibo, paix à son âme, nous croyons que le parti mérite d'être restructuré. Parce que les gens, à un moment donné, surtout le langage dont vous avez parlé tout à l'heure, on croit qu'à un moment donné, on pourrait transformer le CAR en aile marchande du RPT. Ou bien du RPT uni. Ça ne va pas arriver. Mais là, ce que vous dites, vous prenez à contre-pied ce que ceux qui sont passés chez nous disaient il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans ça. Oui, mais on les connaît. On sait leur train de vie. On sait là où ils vont. Est-ce que vous comprenez? Non, mais attendons un peu. Nous connaissons, moi personnellement, on connaît Nenado Aoukou, qui est de la France. Non, nous n'allons pas rentrer. C'est toujours nos militants. Mais puisque vous parlez de train de vie... On ne va pas rentrer dans certaines... Non. Mais visiblement, il doit avoir un train de vie très, très modeste, Nado Aoukou. Est-ce que moi, je n'ai pas un train de vie modeste?
Non, mais en fait, au-delà de vous, il y a d'autres personnalités au niveau du cas que je ne connais pas. Par exemple, Moi, je ne connais pas Daté le président, moi, je ne le connais pas. Non, Daté, c'est l'un des plus Je ne connais pas son train de vie, je ne sais pas où il C'est l'un vit. des plus modestes du parti. En fait, ce n'est pas l'argent qui fait, c'est les convictions politiques. Ce n'est pas la fortune de la personne, c'est sa conviction politique. C'est là où il faut lire. Est-ce que la personne peut apporter quelque chose au bien-être des Togolais? Voilà. Donc certains, ça dit dans cette logique, moi j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait ceci, j'ai été... C'est pas parce que vous avez été chauffeur de taxi en Allemagne que vous allez croire que des gens qui ont des doctorats et autres, vous allez pouvoir les commander comme des enfants. Non, mais là, par exemple, oui, mais là, par exemple, vous aussi, vous avez dit que vous n'allez pas répondre, pas relativement des mots peu courtois, mais vous venez de sortir quelque chose que nous ne savions pas. Là. Non, bon, écoutez, non, en fait, vous m'excusez, mais c'est des réalités. C'est des réalités que... Mais ce faisant, est-ce que, par exemple, vous allez pouvoir vous retrouver? La porte est grandement ouverte. Nous le répétons, la porte, elle est grandement ouverte. Nous, ça sera un plaisir de se retrouver. C'est toujours une énergie, mettre ensemble les énergies pour continuer la lutte de Maître Agouiba. Je crois que c'est important. Et nous avons gardé toujours cette logique-là. Sauf que c'est vrai, tout ce qu'ils ont raconté sur les médias, certains que vous avez relaté, tout ça. À un moment donné, ça dit ça, vraiment ça a blessé des gens. Parce que quand vous êtes dans votre amour propre, vous êtes dans votre loyauté, vous êtes dans votre simplicité, et que vous entendez des choses sur vous, ça fait mal. Mais heureusement qu'on s'est remonté le moral, on a dit c'est passager. Voilà. Vous avez dit tantôt que le cas est en restructuration. Quand on se réfère un peu au début de ce parti que vous avez rejoint en 2000, en fait, vous avez pris votre carte en 2018, vous avez rejoint le parti en étant très jeune, en 1992, c'est ce que vous avez dit? Voilà. En 92-93, pour les premières élections législatives en 94, le cas était le premier parti politique au niveau de l'opposition, avec des dizaines de députés à l'Assemblée nationale. Et puis, chemin faisant, le cas a perdu un peu de sa superbe. Là, face aux enjeux qui vont venir, est-ce que vous vous sentez en capacité de relever les défis qui vont se poser à votre parti, notamment en termes d'élections? Oui, en termes d'élections, c'est vrai que la commission des affaires électorales est en train de travailler. Elle doit pouvoir nous rendre la copie très bientôt pour que nous puissions l'analyser. Et donc, il y a un programme d'action du parti qui tient en compte les échéances prochaines. Au niveau du parti, de temps en temps, c'est-à-dire suite à notre élection au bureau national, nous avons entamé des tournées. Nous avons pris attache avec la base et je peux dire qu'il y a la confiance. Nous n'exagérons pas. Nous restons modestes dans nos ambitions parce que le parti a connu une certaine situation qu'on ne va pas cacher. Nous restons modestes dans nos ambitions, mais nous croyons que le CAR aura son mot à dire dans les prochaines années. Nous parlerons d'élections, des préparatifs, de la CENI, d'un certain nombre de sujets liés à l'actualité nationale, le gouvernement qui s'est réuni cette semaine, les élèves aussi qui ont repris le chemin des écoles, et si nous avons le temps aussi, la série de coups d'État en Afrique de l'Ouest notamment. Nous avons comme invité aujourd'hui Dr Alès Seydou, il est le secrétaire national du Comité d'action pour le renouveau. Et comme c'est de tradition au D12, vous pouvez participer à l'émission à cet instant avec vos questions et vos préoccupations. Je rappelle les numéros 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Un premier auditeur déjà en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Gérard. Gérard, comment vous allez? Ok, Gérard, on vous écoute. Oui, je salue notre invité. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Bon, je suis vraiment satisfait de votre développement sur votre vie. Ça suppose que si vous êtes élu, par exemple, le président de la République, vous aurez des chances et vous saurez quoi faire pour rendre la vie facile aux Togolais. Merci beaucoup. Même si je n'ai pas cette ambition. C'est que le cas que nous avons connu, c'était un grand parti. Ce cas, normalement, il va utiliser ce pays. Vu que c'était l'incompréhension entre le carré du PD, le carré était un parti populaire. Mais
Le cadre est dit aujourd'hui. Et quand vous parlez, bon, je n'ai rien contre vous. Moi, je vous ai dit que je vous aime parce que votre franchise m'intéresse. Maintenant, quand nous prenons la carrière politique, ne voyez-vous pas que des gens comme Jean Kissi que nous avons connus, qui étaient, c'est-à-dire le porte-flambeau même, qui casse un peu partout, à part notre regretté Gabriel Bribon. Il n'est plus, ou bien il n'est plus, il n'a plus votre, il n'est plus avec vous, comme on le dit. Ces acolytes là, comment vous allez faire? Moi, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est que tout pour que le cadre renaisse. Sinon, si les gens qui disent n'adorent à Oufou, là, qui tout le cas, bon, il y a autre affaire. Pour moi, il n'a pas la carrure d'un président de parti. Excusez-moi. Donc, si vous allez tout faire pour faire ramener ces gens-là, ça ferait plaisir aux militants et aux sympathisants du cadre. Mais Gérard, oui, vous êtes du CAR? Non, je ne suis pas du CAR, moi je suis la politique quand même. Ok, bien, merci Gérard. Oui, merci Gérard pour votre intervention. J'apprécie la lecture qu'il a du CAR depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il a retracé la réalité du CAR. Maintenant, il a parlé de certaines personnalités, Jean Kissi notamment, Aoukou Nador, Madame Yémé et autres. Nous n'avons pas renvoyé Jean Kissi du CAR. C'est ce que les gens devaient comprendre. Personne n'a renvoyé Jean Kissi du CAR. Les tests sont appliqués. Nous ne pouvons pas nous lever et au Congrès dire Monsieur Jean Kissi est le président du CAR. Sur quelle base juridique? Mais c'est ça le problème. Si pour nous, c'est-à-dire il fallait se lever, les délégués sont là, les présidents fédéraux sont là, et puis on leur dit, mais messieurs, pour la paix ou bien pour le parti, taisez-vous, Jean Kissi est le président. C'est ce qu'ils veulent. Moi, je crois que ça ne fonctionne. Ce n'est pas une démocratie, ça. Si nous voulons exercer le pouvoir d'État, il va falloir avoir la culture démocratique. Puisque c'est ce modèle de gouvernance que nous avons adopté. Vous devez pouvoir le pratiquer dans vos propres partis. Vous avez été désavoué par les congressistes. Ce n'est pas parce que vous avez une proximité avec Maître Abouibon. Parce qu'à un moment donné, Maître Abouibon, vous avez laissé le champ libre, c'est-à-dire a voulu faire de vous vous donner un certain aura sur l'échiquier national, que pour les gens qui sont les mains ou bien les ouvriers du parti seront méprisés. Leur avis seront non. C'est noté, le deuxième auditeur après Gérard. Allô? Oui. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Oui, Pélé, vous êtes à l'antenne, allez-y. Je salue notre invité. Bonjour, Pélé. Oui, pour question du cas, moi personnellement aussi, je n'arrive pas à comprendre comment le CAR a été à un congrès qui a fait sortir une transition et que ce dossier a été déposé au ministère de l'administration territoriale. Je pense que c'est clair. Mais pourquoi l'administration territoriale encore a donné une autorisation à ce parti encore d'aller à un autre congrès lorsqu'il y a une transition sur sa table? Voilà aussi là où la justice togolaise nous amène. Parce que tout est flou. On peut comprendre pourquoi il y a un congrès qui a conduit une transition et que pour 2 ans n'est pas arrivé, le parti va à un autre congrès pour faire sortir un bureau. C'est de bonne guerre. Mais nous voulons comprendre clairement parce qu'on a l'habitude de comprendre que c'est quand ça plaît le RPT lire qu'il tranche. Maintenant, tout ça là, ça fait partie du passé. Voilà le cas que vous êtes le secrétaire. Devant nous, nous sommes le 1er octobre aujourd'hui. Dans 40 jours, la législature, l'Assemblée actuelle va prendre fin en réalité selon l'agenda constitutionnel de la mi-novembre. Quelle est votre position par rapport à la CENI qui est là, et à la Cour constitutionnelle qui est là, et surtout de l'autre opposition, comment vous allez faire le combat pour faire partie du régime RPT? Merci.
Merci Pélé pour votre intervention. On parlait tantôt d'élections. Là, il nous a amené vers des structures qui interviennent dans le cours des élections. La CENI et puis la Cour constitutionnelle. Un regard sur ces, Oui, je voulais d'abord ces instances. remercier M. Pélé pour son intervention et dire que quand je dis que l'écart se prépare, ce n'est pas de l'euphémisme, on se prépare. Maintenant, et aujourd'hui, vous avez vu, il y a la naissance d'autres courants politiques qui sont là. Il y a d'autres forces. On doit pouvoir composer avec tout cela sur le terrain. On est averti. Maintenant, et les structures qui gèrent ces élections et autres, quel est notre avis par rapport? Je vous dirais tout de suite que les pays africains sont dans une situation de coup d'État permanent. Nous sommes dans une situation de coup d'État permanent. Les institutions sont caporalisées. C'est des coups d'État institutionnels qui ne disent pas leur nom. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé là, mais vous m'excusez. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a des putschs militaires que les gens semblent dire on en a assez, les pères de l'indépendance ont été déposés par des coups d'État militaires et la résilience des coups d'État militaires ne nous va pas. Mais nous sommes restés dans une situation de coup d'État permanent. Parce que les institutions ne fonctionnent pas. Les institutions ont été instrumentalisées au service parfois des clans, parfois des familles. Est-ce que vous voyez? Donc, mon pays, malheureusement, ne fait pas exception. La CENI aujourd'hui, comment elle est composée? Le CAR, tout récemment, vous avez lu nos sorties médiatiques, le CAR est revenu là-dessus. La CENI a fait déjà plus d'1 an. Vous devez pouvoir recomposer cette CENI-là en tenant en compte aujourd'hui l'environnement politique, l'échiquier politique. Comment pouvoir recomposer cette CENI-là? Non, c'est-à-dire, d'abord, elle travaille en vase clos. On ne sait pas ce qu'il faut concrètement. La seule chose que vous pouvez savoir qu'il y a une CENI, c'est d'aller là-bas voir qu'il y a des régularités qui sortent. On ne sait pas ce qu'il faut. En tant qu'acteur politique, personne ne sait. Mais sur la question de la recomposition de l'échiquier politique, est-ce que vous pensez qu'en 1 an, quelque chose a changé au niveau de cet échiquier politique national? Absolument. Est-ce que c'est Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est en 1 an? Il y a eu l'émergence d'autres acteurs politiques. Est-ce que dans le temps, vous avez les partis comme l'UNET? Est-ce que vous avez les partis comme le PDP? Est-ce que vous avez... Il y a d'autres acteurs aussi qui surgissent aujourd'hui et qui portent certaines valeurs qu'il faut reconnaître. Mais le NET et compagnie, ils sont à la CENI. Mais s'ils sont à la CENI, le cas, vous voulez dire que le cas n'a pas sa place à la CENI? Oui, mais en fait, le cas sur les dernières années ou même sur l'année, là, qu'est-ce que le cas a fait pour éventuellement être à la CENI? D'abord, la CENI, est-ce que vous connaissez l'historique de la CENI? Vous savez comment la CENI est née au Togo? Non, mais en fait, est-ce que c'est une question d'historique? Non. Mais même si, par exemple... Vous savez, il y a... mais est-ce que c'est une question d'historique? Vous savez, moi, ce qui me satisfait, c'est quand vous rencontrez certaines personnalités, vous dites, vous tenez bon. Le CAR, c'est un patrimoine des Togolais. Ça ne vous appartient pas. Tenez bon. Parce que ce parti-là ne va pas disparaître. C'est le parti qui nous a amené la démocratie. Donc vous devez comprendre que même en formant les institutions aujourd'hui, vous devez avoir dans l'idée... Non, mais en fait, est-ce qu'en politique, on peut raisonner de cette façon? Comment on ne peut pas raisonner? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller en France, même si le Parti socialiste traverse une certaine situation, mais si dire aujourd'hui que le Parti socialiste, ce n'est pas... Oui, mais si le Parti socialiste... l'émergence... Si le Parti socialiste a un député, on lui donne un député. Ce que vous êtes en train de dire... Est-ce que nous avons dit qu'on nous voulait comme nombre de députés? Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu comme si quand vous évoquez... Je parle des institutions. Oui. Et ça rejoint ce que notre leader, M. Gbagbo, a dit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la cogestion. C'est-à-dire la cogestion appelle à quoi? Même selon les nombres de suffrages que les gens recueillent, à un certain seuil, il va falloir que cela soit représenté au niveau des institutions, dans l'exercice du pouvoir d'État. Nous ne devons pas, c'est ça aussi, aujourd'hui, quand certains disent que la démocratie n'est pas adaptée pour l'Afrique, moi je m'inscris en faux. La démocratie est adaptée à l'Afrique. C'est de pouvoir apporter notre endogénéité de la chose.
là-bas par là résistaient. Est-ce que là-bas par là, parce qu'on dit que cette famille-là, vous n'êtes pas nombreux et que vous n'avez pas droit à la parole sous là-bas par là? Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que à un seuil donné, quand vous avez un certain pourcentage, on doit pouvoir tenir compte dans la formation du gouvernement, dans la représentation. On est d'accord. Les dernières élections au Togo remontent en 2020. Oui. Les dernières élections. Oui. Oui, mais en fait, quand vous évoquez... Nous n'y étions pas. Oui, mais quand vous évoquez... Pourquoi nous n'y étions pas? Oui, quand vous évoquez le paysage politique oui. sur les 12 derniers mois, vous dites que... Non, là, c'est vous qui parlez des 12 derniers mois. Oui, moi, vous parlez d'un an. Vous parlez d'un an. Non, moi, je ne raisonne pas en termes d'un an. Moi, je raisonne en termes de l'évolution de l'échiquier politique. Moi, je remonte jusqu'à 90, hein. Moi, je ne parle pas d'un an. Ok, on va retourner au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Mawina, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, je vous salue. Ouais. Bon, moi, personnellement, je suis un peu déçu de ce qui se passe actuellement dans ce parti. Franchement. Puisque, si je comprends bien, c'est la façon dont le congrès a été organisé qui crée ce problème aujourd'hui. Puisque un monsieur comme Jean Kissy, qui est absent dans ce bureau actuel, franchement, ça pose problème. Ça pose problème, franchement. Et je ne comprends pas comment se fait-il que ces problèmes doivent rester sans solution. Je ne sais pas. Or, le CAR, c'est un parti sur lequel bon nombre de Togolais comptent. Donc, il faudrait sincèrement qu'ils puissent s'unir pour le bien du peuple, comme le dit votre invité là-bas. Franchement, sinon, c'est pas bien. Bien. Merci beaucoup, Mawina. Derrière Mawina, on va essayer de prendre une autre, puisque la question qu'il a soulevée, cette approche a été abordée déjà et par notre invité qui lance un appel à ceux qui sont partis à revenir. C'est leur maison, c'est ce qu'il a dit. Donc, après Mawina, le quatrième audit, allô, bonjour. Oui. Oui, quel est votre nom? David, allez-y. Bonjour. Bonjour, David. Oui, je vois que maintenant, la division est au sein de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas que M. Abouiwa mal préparé le parti? Parce qu'il a mal parlé, quoi. Vous ne voyez pas qu'il a mal parlé le parti. Maintenant que M. Abouiwa n'est plus, le parti a dit que vous ne voyez pas qu'il a mal parlé son parti. Deuxième question. Le cas d'un parti que nous avons connu, moi j'ai fait j'ai adhéré le parti en 1994. Aujourd'hui, le cas avait 3 députés. Maintenant, combien de députés vous comptez avoir au prochaines élections législatives? Merci, bonne émission. Bien, merci David de nous avoir appelé depuis Nicaragua. C'est la première partie de la question qui est liée à Maître Yahya Bouibo. Oui, David, que je salue, disait que Maître Bouibo a mal préparé sa relève. Je ne crois pas. Maître Bouibo a préparé sa relève. Il nous a laissé des tests qui sont bien écrits et qu'on devait pouvoir mettre en exécution. C'est nos ambitions personnelles. C'est nos ambitions personnelles. Quand je le dis avec la mort dans l'âme. Cet homme, d'un certain niveau, que tous les Togolais adultes qui sont partis parce que certaines ambitions sont amenées à ça. Vous savez, moi, être secrétaire national du CAN, moi, jamais fait. Je ne m'attendais même pas à la fonction. C'est vrai que je l'habite, la fonction aujourd'hui, j'habite ma fonction. Mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais quand j'ai commencé par travailler à un certain niveau, parce que avant le congrès, c'est moi qui ai travaillé sur les tests du parti. Quand j'ai trouvé, il y a des soucis. Il fallait apporter ma touche aussi, ma contribution.
Mais moi, je n'ai jamais, c'est-à-dire, c'est pas ça ma préoccupation, quoi. Mais je vois que pour certains, c'est-à-dire, quand je ne suis pas ceci, non, moi, je... Non, mais en fait, la décision qu'on peut faire, quand je reviens sur la question de notre ami David, en parlant de Maître Viagouibo, qui aurait peut-être mal négocié son départ, la relève qui... Comment il pouvait... Attendez, à part les tests du parti, qu'est-ce que oui, mais il y a... Vous imposez quelqu'un? Oui, mais en fait, aujourd'hui, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une situation qui ne fait pas du bien à votre parti ou pas? Est-ce que nous avons dit le contraire? Non, oui, on n'a pas dit le contraire. Mais est-ce que vous voulez qu'on aille, c'est-à-dire que le président Yao Daté prenne un acte, il dit, bon, je démissionne, je nomme monsieur X président du parti? C'est ce que vous voulez? Non, mais la question de notre ami David, est-ce que c'est une question bête ou pas? Non, bête en quoi? Il n'y a jamais de question bête. Vous savez, moi, j'enseigne. Il n'y a jamais de question bête. Il a voulu comprendre quelque chose. Est-ce qu'il se demande si Maître Gbagbo n'a pas mal préparé son départ? Mais c'est ce que moi, je vous dis, c'est un juriste. Il nous a laissé les tests. Il fallait respecter les tests. Et c'est ce que nous, on a fait. Bien. La deuxième partie de la question, comme député, vous envisagez gagner éventuellement... En tout cas, nos ambitions, puisque comme nous avons travaillé sur le programme d'action du parti pour l'année à venir, nos ambitions sont dans l'ordre de 15% de l'Assemblée nationale. 15%? Ça fait combien de députés? 15%, je crois que nous sommes dans l'ordre de 12 à 13, hein, 13 députés. Une douzaine de députés pour le cas prochaines élections. On sait que certains partis politiques également annoncent un certain nombre de chiffres. Ça va être donc très serré lors des prochaines élections législatives. On prend cet auditeur, allô? Bonjour madame, merci, comment vous allez? Vous êtes grippé? Ah, on vous souhaite une bonne guérison. Et moi, je vais dire au cas là, si vous arrivez maintenant, allez chercher. Vous allez chercher parce que vous savez bien que c'est écrit dans le livre. Quand il y a une dictature de ça là, il faut la combattre jusqu'à ce qu'elle tombe. On ne collabore jamais avec une dictature. C'est ce que vous avez fait. Et puis, ils se sont limités en vous. Et ils font la merde. Et vous allez être là. Mais moi, je n'en veux pas. Et vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir et continuer la lutte. Et puis, voilà, c'était plus de quoi vous avez parlé. C'est pas donc, vous avez parlé de coup d'État. Vous avez parlé de coup d'État, ce qui se passe en Afrique. Oui, on va en parler, madame, si vous restez à l'écoute. Vous regardez le village de l'Afrique, là. Regardez. Quelqu'un se lève. C'est une formation militaire. Et puis, envers tout. Ça fait un coup d'État, les Africains acclament, et puis il y a des guerres intenses partout. Ça fait une puissance derrière tout ça là. Madame, est-ce que par exemple, à la fin de cette émission, vous voudrez nous appeler en off à la fin de cette émission? Parce que spécifiquement concernant vos interventions, on sent que tout le temps quand vous nous appelez, il y a un souci avec votre téléphone. On va échanger pour savoir ce qui se passe. Madame Messi. Madame Messi a parlé de... Vous avez oui, retenu... C'est vrai qu'il y a un souci de téléphone, mais j'ai pu quand même retenir certains points par rapport... C'est vrai que tout dernièrement, elle a parlé de tout le temps, on va en venir là. Mais ça dit pour elle, le CAR a été un collaborateur du parti. Elle dit qu'à un moment donné, vous avez collaboré avec le parti, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous récoltez... Non, vous savez... C'est ce qui me plaît dans ce parti, et d'abord celui qui l'a incarné, c'est d'être modeste, vous comprenez. Collaborer quand avec le parti au pouvoir? En 94, qui a remporté les élections? Qui devait être la primature? Comment ça s'est passé? Mais pourquoi les Togolais semblent ignorer leur passé? Vous pensez que Maître Gbagbo aurait pris la primature, aurait mis en action son projet de société, et qu'on serait ce qu'on est devenu? Non. Ça dit que il faut pouvoir lire l'histoire de son pays. Quand est-ce qu'il a collaboré? Dites-moi, quand est-ce qu'il a collaboré? Le fait, en 2006, d'avoir accepté de pouvoir chapeauter ce dialogue-là et d'organiser les élections, les premières élections plurielles dans ce pays,
qui ont accouché d'un parlement acceptable, même si c'est vrai qu'il y a toujours eu la fraude. Hein. C'est pas les premières élections plurielles quand même. Non, laquelle à part 94. Oui, mais en fait, oui, mais en 94, il y a eu, quand vous dites que c'est les premières élections pluralistes ou plurielles. Non, je parle d'un contexte donné. C'est-à-dire, entre-temps, après 94, qu'est-ce qu'on a connu? 98, c'était quoi? Après ça, qu'est-ce que vous avez eu? En 98, il y a eu une élection plurielle. Vous rappelez que vous avez eu une assemblée monocolore? Oui, mais en 98... Oui, c'est par rapport à ce contexte-là que moi je parle. Ok. Vous savez que vous avez eu une assemblée monocolore avant 2016. C'était quand même pas les premières élections plurielles. Moi, c'est par rapport à cela, c'est-à-dire quand on a eu cette traversée du désert. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc les premières élections plurielles après cette traversée du désert d'assemblée monocolore. Malheureusement, on est encore dans ça. Hein, c'est une assemblée monocolore. Donc, si le CAR a eu à subir tout cela, et vous voulez attribuer une collaboration avec le régime en quoi? C'est que madame ici combien de personnes dans le CAR ont été nommées à des postes ministériels et autres? Combien? Vous pouvez les désigner? Non. La deuxième partie de la question, elle parle de coup d'État. Sans doute qu'elle n'est pas contente de ce qui se passe en Afrique actuellement. Je profite en même temps pour enchaîner avec les questions sur les coups d'État, puisqu'on sait que cette semaine même, il y a eu encore une nouvelle tentative au niveau du Burkina Faso. Je demandais là en introduction si trop de coups d'État ne tueraient pas finalement les coups d'État. Est-ce que vous êtes gêné qu'il y ait autant de coups d'État? Dans le même temps que quand on a un coup d'État, les populations applaudissent. On peut se demander si les gens savent pourquoi ils applaudissent. Oui, bon, d'abord, quand les gens applaudissent les coups d'État, c'est parce qu'il y a un sentiment de rejet des gouvernants actuels, des dirigeants de nos pays. Il y a un sentiment de rejet généralisé, mais qui est étouffé par la violence. Et donc, quand quelqu'un d'autre prend cette violence d'État qu'on lui donne pour pouvoir exercer un coup d'État et renverser ce régime, c'est comme un soulagement pour ces populations-là. Mais laissez-moi vous ramener un peu à l'historique des coups d'État. Vous savez, nous avons hérité de deux organisations suite à la décolonisation en Afrique. Ces deux organisations, c'est la fonction publique, l'administration publique. L'administration publique et l'armée. Est-ce que vous voyez? Donc, les deux institutions en question n'ont pas su collaborer. Tout simplement parce que les fonctionnaires à l'époque étaient recrutés dans la bourgeoisie de nos États et que les militaires étaient recrutés dans les familles modestes. Et suite au départ du colon, ces deux organisations qui devaient collaborer pour gérer nos pays n'ont pas su collaborer. Et que le second acteur qu'est l'armée a été instrumentalisé pour amener à une déconstruction de nos États. Parce que le colon était toujours là, mais avec une main en velours pour pouvoir instrumentaliser l'armée, pour pouvoir faire chose. Donc, aujourd'hui, dans la psychologie de nos frères qui sont en tenue, c'est comme légitime de pouvoir exercer la force pour pouvoir renverser un régime, même si le régime ne fait pas bien. Mais nous, en tant que parti politique, nous trouvons que le coup d'État n'est pas la meilleure méthode pour pouvoir accéder à la commande de la chose publique ou bien à l'exercice du pouvoir d'État. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une tolérance par rapport au coup d'État dans la sous-région, ceci étant dû par rapport aux instruments juridiques auxquels nos pays sont partis. Et donc, ces instruments juridiques, notamment la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays. Et donc, pour les militaires, c'était du pain béni. Les rapports de force dans l'armée font que, vous prenez le cas burkinabé, quand vous avez la force plus que l'autre, vous exercez un coup d'État. Jusqu'au moment où vous êtes faible, l'autre exerce un coup d'État. Cette semaine, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu comment ça s'est passé. Donc, est-ce que ça ne devient pas banal finalement? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le coup d'État. Il y a un terme qu'a utilisé un professeur béninois là. C'est le coup d'État le plus bête. Bon, pour le 16 septembre 2015, on disait le coup d'État le plus bête que le général Genderi avait exercé.
c'est des coups d'État pathologiques. Est-ce que vous voyez? Ça n'apporte rien en termes de démocratie. Quand les gens applaudissent, c'est un effet sur un temps conjectural, quoi. C'est pour un temps, vous allez souffler. Mais ce que ces gens-là vous réservent, vous n'avez pas en revenir. C'est des hommes militaires, ils n'ont que ça. Les exercices de la violence. Voilà. Bien, mais on a compris que vous n'applaudissez pas comme un certain nombre de populations dans les rues. Allô? Allô, Pierre, je vais essayer de te refaire le tour. Oui, en fait, là... Ça va bien? Oui, ça va très bien, madame, ici. D'accord, c'est bon. Donc, pour les coups d'État, il faut flanquer la perpète à tous ces soucis militaro-constitutionnels. Hein, pour qu'on ait la paix en Afrique, pour développer notre continent. On va pas non, vivre ce truc-là avec des gens. Moi, je les appelle des gens. Hein? Il faut leur flanquer la perpète. Aux États-Unis, tu fais un coup d'État, il y a 99 ans de prison. Voilà. Il faut que ça s'arrête pour qu'on passe au développement. Pour avoir le pouvoir, il veut détruire le continent. Le continent est en lambeaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas, ça fait une trentaine d'années, vous n'avez jamais manifesté dans la rue. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content de l'oppression qu'on vit au Togo? Non, madame, ici. Madame, ici. Madame, ici. Mais ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai? Je n'ai jamais vu le cas dans les rues depuis 30 ans, non, ou 20 ans. Mais même moi, par exemple, moi j'ai vu Maître Yavi Abouiba manifester dans les rues. Absolument. Au moment de la C14, c'est ça? Oui, la C14, par exemple, j'ai vu Maître Yavi Abouiba manifester. Juste sur le regroupement qu'on l'a vu. Mais bon, je veux vous poser une question particulière là. En 2020, ce qui s'est passé sur l'ANC, qu'est-ce qu'il en pense? Un parti qui n'a jamais collaboré, qui combat la dictature depuis prévu, et que le monde entier s'attelle sur ce parti-là. Le cas n'a répondu comme communiqué pour dire oh là, c'est-à-dire pour dire stop. Le cas n'a rien dit, les deux partis non plus. Comment il le comprend? Madame, ici. Le cas, non, l'ANC et son leader ont fait à ce deux-là. C'est mal. Bien, c'est noté, madame ici. On va répondre à la question de madame ici. Bon, vous savez, madame ici, bon, c'est parfois, j'ai apprécié sa franchise. Je me pose la question s'il n'est pas de ce bord-là. Mais quand il dit les événements de 2020, qu'est-ce que le CAR a dit? Moi, je vais poser aussi la question en 1994. Ce qui s'est passé. Comment les gens ont réagi? Comment les gens ont réagi? Bon, ce qui s'est passé en 2020, vous savez, ça n'a jamais été une satisfaction pour les Togolais. On savait on sait comment les choses se sont passées. Tout d'un coup, on donne des résultats, vous vous demandez, mais d'où sortent ces résultats et autres. Mais avec un peu de recul, je crois que... Non, mais en fait, c'est ce qu'elle voulait dire en réalité. Non, pourquoi elle posait la question, pourquoi le cas n'a pas réagi? À l'époque, c'est ça, non? Non, mais en fait, c'est pas sur les résultats des élections. Oh, en fait, madame ici, elle est proche de l'ANC. C'est dit que... Oui, c'est dit que ce qu'elle veut dire, c'est que l'ANC a été victime d'un certain nombre de cabales. C'est ce que les gens disent. Donc, est-ce que le cas... Justement, c'est pour ça que je posais la question en 94. Ce que le CAR a vécu, qu'est-ce qu'ils en disent? En 98, ce que Gilles-Christ Olympio a vécu. C'est votre réponse. Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est votre réponse. C'est pour ça que je vous disais aujourd'hui que nous sommes dans un état de coup d'État permanent. Les institutions sont caporalisées. Bien, merci. Il y a cette question de Kokou, François, Annie, Bankede. Lentement, mais sûrement, les élections approchent. Le cas va-t-il faire cavalier seul ou va-t-il s'allier à la DMP ou à la GMC? La GMC, c'est le grand mouvement citoyen. Où il y a encore une autre alliance qui s'appelle Alliance, en fait, un regroupement de partis politiques. Donc, est-ce que vous allez faire cavalier seul? Vous savez, moi, j'ai cette perception de la chose politique comme quoi il ne faut pas vandaliser les votes. Il faut capitaliser ces votes-là au service des partis. Et donc, la réflexion devait aller à ce niveau-là.
Aujourd'hui, quand vous approchez tous les partis politiques, la plupart des partis politiques de l'opposition, la coalition n'est pas le mot qu'ils apprécient. Parce qu'ils ont fait l'expérience des coalitions. Depuis le Code 2, en passant par le FRAC, la C14, la CST, vous savez. Donc pour aujourd'hui, nombre de ces leaders, la coalition ne semble pas être dans leur ADN quand vous échangez avec eux. Mais pour nombre, parmi eux, c'est d'aller vers des alliances par rapport à la lecture des résultats sortis des urnes, même si ces résultats ne retracent pas la vérité de ce qui a été fait, mais quand même les analyser pour voir s'il faut aller vers des alliances au cas par cas. Et moi, je crois que mon parti, c'est vrai que nous en avons débattu une fois au niveau du bureau national. On est en train de réfléchir, c'est pour ça que je vous disais, la commission des affaires électorales va pouvoir nous proposer des schémas. Mais je crois que pour beaucoup, on doit pouvoir aller vers des alliances au cas par cas pour pouvoir capitaliser le vote des Togolais au lieu de les disperser. Bien, merci. On me signale qu'il y a un auditeur. On va essayer d'insérer ce dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bozambo, vous êtes à l'antenne, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bozambo. Vous n'accompagnez pas le gouvernement. C'est ma question à vous. Donc, la fois passée, à Ouya, le chef, le ministre des Affaires étrangères a dit que nous sommes fatigués. Et donc, il a dit nous sommes fatigués sur quel moyen? À ce moment, il nous a emprisonnés, nous les pauvres Togolais, les opposants. Celui qui veut dire la vérité dit quelque chose que vous ne gouvernez pas ce pays. Ils sont en train d'emprisonner. À lieu que vous, les acteurs de politique, vous allez faire une grande conférence de presse pour lui demander, il est fatigué de quoi? De nous emprisonner ou bien des Français ou bien des filles de quoi? On n'attend rien jusqu'à présent. Ça me fait fatiguer, ça me fait énormément bizarre que vous qui êtes leader, si le gouvernement fait quelque chose, au lieu d'attaquer le gouvernement, que ce que lui a dit, donc venez nous expliquer que vous êtes fatigué de tel côté. Mais vous êtes sûr. Pourquoi vous êtes sûr dans ce pays? On nous piétine au péage, les prix sont chers. On ne fait pas aucun compte. Maintenant, on veut augmenter le prix de au moment que le baril est descendu jusqu'à 5 à 5 au moitié. Le Ghana, c'est avant, c'est le 1000 francs. Maintenant, à 675 à 650, c'est pas avant, c'est 1000 francs. Nous sommes à 700. Et maintenant, c'est à 650. Donc, il faut voir comment le baril fonctionne et faire la proposition au gouvernement. S'il ne veut pas vous écouter, nous, les pauvres, on peut vous écouter. Donc, vous êtes là pour venir au pouvoir, vous êtes là pour critiquer le gouvernement. Il fait quelque chose, et ça nous fait énormément. Donc, on dit qu'à bout de Palimé, à 120 km, on va faire 2 péages. 2 péages. Donc, nous sommes là pour payer et aller aux élections. Bozambo, Oui. on a noté l'essentiel de votre intervention. Hein. Merci de nous avoir appelé. Oui, je remercie M. Bozambo par rapport à son intervention, mais c'est que je ne sais pas si c'est... Vous savez, la communication, ceci que vous pouvez faire passer un message, mais quand les bruits, les interférences qui font que les gens n'arrivent pas à saisir votre message. Suite à notre rentrée politique, la déclaration du CAR, vous avez vu, nous avons posé un certain nombre d'actions sur le plan national, surtout quand il évoque le cas des péages. Le péage, nous l'avons dénoncé, c'est cette situation. Il parle de la voie de Palimé qui doit faire 100 km, 120 km. Mais prenez la voie Lomé-Tabigbo qui fait à peine 60 km. Vous avez 2 péages. 2 péages pour 60 km. Les populations sont asphyxiées. Ils nous l'ont fait comprendre à la rentrée politique. Nous l'avons ressorti dans nos tests. Nous avons cherché à rencontrer Madame la ministre des Transports. On l'a rencontrée. Mais ce qu'on nous a fait comprendre, c'est terrible ce pays. Non, qu'est-ce que vous avez fait comprendre? C'est terrible ce pays. Qu'est-ce qu'elle a dit? Soit le Togo n'a pas les moyens
soit le Togo n'a pas les moyens de ses ambitions, il va falloir se retrouver dans un cadre pour savoir quoi faire. Mais si c'est que nous allons vouloir aller vers l'aménagement du territoire au crédit et maintenant utiliser les citoyens, les réduire, je ne sais même pas le terme, les pousser jusqu'au tréfonds, hein, pour pouvoir rembourser les dettes qu'on contracte de gauche à droite, je crois que c'est terrible. Comment 50 francs pour les motos, ça va faire quoi? Prendre 50 francs chez les motos. Quand vous allez, vous restez un instant à Répé, nous on a fait l'exercice. On est resté, on a regardé. Mais les gens qui passent, même la moto là, même vous posez la question, mais cette moto là aussi, on va lui prendre 50 francs. La personne, même vous regardez, même la posture même de la personne, ça vous fait pitié. Mais les gens sont là, ils prennent même 50 francs pour les motos. Ça fait quoi? C'est en refusant ces 50 francs là, en exonérant les Togolais de ces 50 francs là. C'est ça qui fait que ce pays ne va pas se développer. Pire encore, les gens qui habitent juste, vous voyez l'extension de Lomé aujourd'hui. Je prends le cas du péage de Davier par exemple. Vous savez que Lomé va au-delà de Davier. Les gens sont juste à côté du péage. Vous voyez, ça dit cet exercice-là. Vous allez au bureau, vous payez 500 francs. Vous revenez, vous payez 500 francs. Si vous allez voir un ami à Déticop et vous habitez de l'autre côté, vous payez 500 francs, retour 500 francs. Donc ça veut dire qu'ils doivent faire un budget par rapport au péage. Je crois que les péages, la question des péages doit être repensée. On ne refuse pas les péages. Ça peut apporter quand même des ressources pour pouvoir entretenir les choses, les voies de communication, les routes. Mais tel que ça se fait aujourd'hui, c'est comme on prend le Togolais, comme il ne peut pas réagir, il est toujours pacifique, donc on lui assène des coups. On a porté les péages de 300 à 500, personne n'a dit mot. Mais nous avons sorti quelque chose, nous avons fait des actions, on a rencontré le ministre de choses, de transport, on a rencontré le ministre de choses, à Tchadédi, juste après notre rentrée politique. Donc, quand il dit on ne fait rien, non, nous en faisons. Peut-être que c'est l'interférence d'autres choses qui fait que vous ne voyez pas ce que on fait concrètement. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent très souvent qu'au Togo, les acteurs politiques interviennent très peu sur les questions d'ordre social, économique et culturel. Il nous reste environ 5 minutes pour boucler cette émission. Nous allons finir avec la rentrée des classes cette semaine. Cette rentrée a eu lieu et puis dans la foulée, il y a eu cet accident dans la zone de Blita avec 2 décès des enfants, des élèves, parce que une partie des murs s'est écroulée. C'est un peu la consternation, beaucoup sont surpris. Absolument. Parce qu'on était là à évoquer la fermeture du lycée de février. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez là, cette information? D'abord, je voudrais présenter les condoléances de mon parti aux familles éplorées et dire que cette situation doit pouvoir interpeller la conscience de ceux qui gouvernent le Togo. Quand on demande l'alternance dans un pays, ce n'est contre personne. C'est pour le bien de nous tous. Moi, j'ai eu la chance, dans l'exercice de mes fonctions, de circuler dans ce pays, d'aller dans les contrées les plus reculées. Et je peux vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il ne suffit pas de rester à Lomé, de prendre des postes, de lutter pour des postes et de se satisfaire avec sa famille. Ce n'est pas ça le problème. Prenez le temps d'aller un peu dans le Togo profond pour voir ce qui se passe. Moi, quand j'ai vu les photos, 2 garçons qu'on met sur les bancs, les femmes sont là en train de pleurer. Devant leurs garçons, vous envoyez un enfant à l'école et on vous dit de venir chercher son corps. Vous voyez ce que ça fait psychologiquement? Je me pose même la question, les élèves qui étaient dans la classe, est-ce que ces enfants-là seront rétablis pour continuer cette année leur cours? Prenons le cas de 2 février. Pour un établissement qui a plus de 1500 élèves, le jour de la rentrée,
on vient leur dire que l'établissement est fermé. Et je ne sais pas, ce directeur-là, il était où? Pendant les vacances, donc il n'était plus directeur régional de l'enseignement. Et quand un enseignant, parce que lui, il a une situation, je ne sais pas, une situation qui n'est pas rose, qui ose lui dire, mais c'est la rentrée telle que les choses sont, vous pouvez nous abattre ou autre, bam, on prend une sanction. Pour lui dire, toi, tu ne vas plus exercer tout ton... Oh, vous savez, c'est triste, quoi. Je ne sais pas si le fait que ce régime, la conception de la gestion de la chose politique axée sur la violence, fait que même si nous avons un certain niveau, nous aussi, nous devons aller dans ce sens. Je ne crois pas. Si vous avez un certain niveau, vous avez des responsabilités, exercez-les selon votre formation. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans l'administration à la solde d'un système politique que vous allez vous transformer en machine pour faire certaines choses. Non. Maintenant, ces enfants, les 1500 là, on dit certains vont aller dans tel établissement, certains vont aller dans tel... Hier, je lisais les femmes revendeuses, ils commencent par pleurer. Est-ce qu'on a pris en compte la préoccupation de ces femmes-là? Vous savez combien de familles ces femmes-là nourrissent? Oui, c'est des questions. C'est vrai que c'est des questions. Et pour ce qui concerne l'école publique de Ngobo, le gouvernement a décidé la reconstruction de cette école. Mais vous voyez ça. Moi, c'est ce qui me... On sait que c'est ce qu'ils vont dire. La reconstruction, ils étaient où? Donc, est-ce qu'il y avait ces moyens-là aujourd'hui, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils annoncent, ils avaient ces moyens-là avant que ces élèves-là ne fréquentent sous les bancos? C'est des questions. C'est dommage. La gestion de la chose politique ne doit pas aller dans ne doit pas être ça. On va finir véritablement toujours avec une autre triste, la disparition de Maître Diovigali, ancien ministre, défenseur des droits de l'homme, avocat comme l'ancien président du CAR. Un mot? Oui, d'abord, je présente mes condoléances à la famille éplorée au nom du parti. Et je crois que Maître Diovigali a été l'un des acteurs qui ont marqué l'avènement de la démocratie au Togo. Parce que quand on parle de Maître Diovigali, il me revient à l'esprit Maître Abouibo, il me revient à l'esprit Maître Jean-Yorvi Degli, il me revient Maître Dovi Arlancor, qui d'autres, Joseph Kwaku Figo. Ces noms-là me reviennent à l'esprit. Donc quand quelqu'un comme ça tombe, je me dis, paix à son âme, mais c'est comme une bibliothèque qui brûle. Je me pose la question, est-ce que ces gens, ils ont laissé des mémoires? Parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes générations, nous avons besoin de mettre nos pas dans leurs pas. Est-ce qu'ils ont laissé des mémoires? C'est ce que moi, je regrette pour nos acteurs politiques d'une certaine envergure. Maître Abouibo, lui, il a laissé certaines choses qui nous inspirent aujourd'hui. Mais Diovigali, la personnalité de la personne que j'apprécie, je me pose la question, peut-être que je ne suis pas au courant, je le dis ici, si vraiment il a laissé des mémoires, je crois que c'est le moment de les publier pour aider la jeune génération. En même temps, je voulais dire ceci, il est dommage dans notre pays que des personnalités de ces envergures disparaissent et que vous n'avez, à part les réseaux sociaux et autres, même la chaîne nationale, vous n'entendez pas parler de cela. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que la personne est dans l'opposition que une telle personnalité, un tel monument disparaît. On fait comme si rien n'était. On parlait de la chaîne nationale. Vous avez été de cette chaîne-là. Justement, j'ai été de cette chaîne, c'est parce que je ne pousse pas cette manière de gérer la télévision nationale qu'il faut le dire. Des trucs comme ça, ça doit inspirer la rédaction à faire quelque chose. Bien, merci. Pour inspirer la jeune génération. Merci d'être venu. Docteur Alès Edo, secrétaire national du comité d'action pour le renouveau. L'émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Pierre Roatiobé. Au revoir.